Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. J'ai le problème que rencontrent beaucoup de personnes autodidactes. En fait, je suis en permanence en train de douter de ma légitimité. Pendant des années, comme je vous l'expliquais dans les premiers épisodes de cette semaine, j'ai travaillé 3 fois plus que tous mes autres collègues de travail parce que j'étais obsédé par le fait de réussir. En fait, au-delà de cette réussite, qui on peut le dire a été au final très aléatoire, je me rends compte que si j'ai travaillé autant, c'était avant tout pour prouver aux autres que je méritais ma place, que je ne l'avais pas usurpée, en dépit de mon absence de compétences. Absence de compétences d'ailleurs que j'étais le seul à connaître, puisqu'on m'avait justement recruté pour celle-ci. Bien entendu, dans ma tête, les recruteurs, puis par la suite mes clients, s'étaient forcément trompés en me faisant confiance et allaient forcément s'en rendre compte à un moment ou à un autre si je faisais rien. Résultat, j'ai passé une grosse partie de ma carrière professionnelle à démontrer que j'étais compétent pour ce que je faisais, plutôt que de passer du temps à simplement être ce pourquoi j'étais payé. J'avoue qu'au-delà du temps que j'ai perdu, j'y ai surtout laissé énormément d'énergie. Ce sentiment qui a miné mes 30 premières années professionnelles, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors bien entendu, n'allez pas penser que je suis un spécialiste du sujet. J'ai appris que ce que j'avais vécu, en fait, s'appelait ainsi il y a seulement quelques années. Mais le fait de mettre des mots sur ce que je ressentais m'a paradoxalement beaucoup aidé. Premièrement, ça m'a permis d'objectiver cette émotion et de me rendre compte qu'elle avait été clairement identifiée. Conséquence de ce premier point, ça signifiait que j'étais pas tout seul à la ressentir. Il y avait donc d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. En fait, j'ai vite réalisé, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le sujet, que le syndrome de l'imposteur, c'était pas juste une pathologie qui touchait quelques rares personnes. En fait, le syndrome de l'imposteur est super répandu. Qu'il s'agisse de salariés ou encore d'entrepreneurs, vous imaginez pas le nombre de personnes qui ne se sentent pas légitimes dans ce qu'elles font et qui sont convaincues qu'un jour ou l'autre, cette absence de légitimité va éclater au grand jour. Et quand on regarde la manière dont agissent les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, en fait, on retrouve 3 cas de figure. Premièrement, et je fais partie de cette catégorie, on a les personnes qui sont dans la surdémonstration de leurs compétences. L'objectif, c'est de parvenir à lever le maximum de doutes, qui sont en fait que dans la tête de la personne, je le précise, afin de gagner sa place. Sauf qu'à ce jeu-là, il n'y a malheureusement aucune fin. Deuxièmement, les personnes qui s'effacent et deviennent des travailleurs de l'ombre. Elles font bien entendu très bien leur travail, mais elles s'autorisent pas à se mettre en avant. Elles cessent facilement couper la parole, par exemple, quand elles s'expriment. Elles passent beaucoup de temps à se former. Bref, elles deviennent d'excellentes techniciennes sur leur job, mais elles rayonnent pas, et en fait, elles rayonnent jamais vraiment, au point qu'on a même tendance, des fois, à les oublier complètement. Et puis, troisièmement, il y a les personnes qui sont totalement paralysées et qui prennent des jobs très en dessous de leurs compétences, des jobs qu'elles s'estiment être vraiment capables de réaliser. C'est des personnes qui refusent toute forme d'évolution professionnelle et elles s'empêchent de faire vivre par exemple leurs projets, si elles en ont, même comme de simples passions, parce qu'elles sont convaincues que même si une partie d'elles-mêmes s'estime capable, elles peuvent au final qu'échouer. En 2006, quand j'ai pris mon tout premier poste de direction, c'est vraiment là que j'ai ressenti pour la première fois ce syndrome de l'imposteur. Jusqu'à présent, j'avais occupé que des postes très opérationnels, et même si on avait pu me confier quelques responsabilités, j'avais jamais vraiment réussi à évoluer dans mon travail. Pourquoi est-ce que j'avais jamais réussi à évoluer? Rétrospectivement,
et on en parlera dans l'épisode de demain, parce que j'avais insidieusement tout mis en place pour saboter mes chances d'évolution. Mais ça, j'en avais pas conscience. J'étais convaincu que personne n'avait forcément réussi à voir mon génie, dont moi-même d'ailleurs je doutais. En 2006 donc, je suis à ce moment-là libraire dans une grosse librairie de Grenoble. Et dans cette librairie, très clairement, je vis un enfer. Et là, c'était pas une vue de mon esprit, c'était vraiment un enfer. En fait, je subis, ainsi que toute l'équipe, un patron qui est complètement pervers narcissique et je suis à saturation. Si je fais pas quelque chose rapidement, je sais que je vais vraiment finir par péter les plombs. Or, en feuilletant un magazine professionnel, je vois dans la page annonce qu'une enseigne concurrente, d'ailleurs sur Grenoble, cherche des libraires. Et là, je me dis que même si j'ai peu de chances d'être recruté, hein, en coucou le syndrome de l'imposteur, j'ai rien à perdre à quand même envoyer ma candidature. Donc il faut vraiment que j'en puisse plus du tout pour en arriver là. Quelques jours se passent et puis un matin, mon téléphone sonne. La personne que j'ai au bout du fil m'explique qu'elle a bien pris note de ma candidature comme libraire, mais qu'elle trouve que mon profil n'est pas du tout adapté au poste. Donc je m'apprête bien sûr à m'excuser de leur avoir fait perdre du temps avec ma candidature, mais là elle continue et elle me dit, bah, en fait on pense que votre candidature, elle serait beaucoup plus adaptée pour un poste de directeur adjoint de magasin et j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour en parler. Alors là je suis très confus, complètement déboussolé. J'accepte le rendez-vous sans trop comprendre ce que je fais. Et là, la machine du syndrome de l'imposteur commence à se mettre en route dans ma tête. Qu'est-ce qui a bien pu leur faire penser que j'étais légitime? Comment est-ce qu'ils vont réagir quand ils vont réaliser que je suis pas du tout compétent? Et puis, est-ce que j'avais pas honte d'aller à un rendez-vous où je savais pertinemment que j'allais faire perdre leur temps aux gens? Il y avait encore plein d'autres questions dans ma tête, bien entendu. Et ma manière de gérer mon syndrome de l'imposteur, bah, elle a été la suivante. Être dans la surdémonstration. C'est ça d'ailleurs qui m'a conduit 5 ans après, parce que bien sûr j'ai eu le job, hein, et ça m'a conduit 5 ans après à mon tout premier burn-out. Ce syndrome de l'imposteur ensuite m'a vraiment poursuivi même dans ma vie d'entrepreneur. Quand j'ai lancé mon agence de marketing digital, eh ben, j'ai eu l'opportunité de travailler avec de très grandes entreprises qui ont fait la réussite de l'agence, jusqu'à ce que je la sabote. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera demain. Des entreprises par exemple comme L'Oréal, comme Renault, comme Red Bull, pour en citer que quelques-unes. Et clairement, pour une petite entreprise, eh ben, j'étais vraiment une exception. Sauf que plutôt que de m'en réjouir et de me dire que bah, peut-être que je le méritais, j'ai passé toutes ces années à me demander pourquoi ces entreprises m'avaient choisi. Ça pouvait être pas du tout pour mon talent, c'était évident, c'était inenvisageable que ça soit pour ça. Il fallait forcément qu'elles aient fait une erreur. Et donc forcément, elles allaient un jour s'en rendre compte si je faisais rien pour masquer mon incompétence à travailler avec elles. Résultat, j'ai été pendant encore toutes ces années dans la surdémonstration, en travaillant 7 jours sur 7, plus de 12 heures par jour, et c'est ça qui m'a conduit à prendre 40 kilos et puis à faire mon deuxième burn-out. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler pour la première fois de syndrome de l'imposteur, d'ailleurs par mon médecin. Et c'est à ce moment également que j'ai décidé de commencer à fonctionner autrement. J'avais envie de lancer mon projet de savonnerie artisanale et je voulais pas refaire les mêmes erreurs qu'auparavant. Je voulais pouvoir me lancer vraiment dans ce projet avec beaucoup de sérénité. Alors j'ai mis en place pas mal de choses pour surmonter mon syndrome de l'imposteur. Et la toute première, ça a déjà été de prendre conscience qu'on guérit jamais en fait du syndrome de l'imposteur. Il est souvent lié à des blessures très anciennes et la seule chose qu'on peut arriver à faire, et c'est déjà pas mal, c'est de vivre avec et de bien comprendre les moments où il se manifeste pour arriver à agir autrement. Bref, j'ai travaillé sur les situations les plus susceptibles de déclencher le syndrome de l'imposteur chez moi pour parvenir à développer en réaction à ces situations tout simplement de nouveaux comportements. Pour ça, j'ai mis en place des stratégies qui m'ont permis de le mettre en sommeil. La première stratégie, ça a été de prendre l'habitude de m'auto-évaluer. En fait, auparavant, j'imputais la réussite de mes actions à la chance. Et j'ai commencé à mettre en place petit à petit pour arriver à sortir de ce mécanisme de pensée des grilles d'indicateurs pour évaluer mes actions. Alors clairement, pour tout ce que j'entreprends désormais, je me pose ces trois questions-là. Déjà, c'est quoi mon objectif? Quelles compétences je possède pour les atteindre, pour les atteindre, hein, ces objectifs? Et puis ensuite, quels sont les indicateurs qui vont valider l'atteinte de ces objectifs? Alors c'est tout bête, mais ces trois questions, elles m'ont beaucoup aidé. Désormais, je sais
que quand je réussis quelque chose, c'est pas lié à la chance, mais c'est clairement mon travail et ce que j'ai mis en place. Et ça, je suis capable maintenant, avec ces 3 questions, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de pouvoir le juger de manière très objective. La deuxième stratégie, ça a été d'apprendre à être fier de mes réussites. Auparavant, quand je réussissais quelque chose, eh ben, je passais mon temps à minimiser cette réussite et à mettre en avant tout ce qui allait pas. Maintenant, je me focalise vraiment sur la réussite seule et sur les bénéfices de cette réussite que je liste. Donc je me fais des petites listes. Voilà ce que j'ai réussi et ce que j'ai gagné avec ça. Et puis tout ça, je le célèbre. Et pour le célébrer, bah, c'est très simple. J'ai pris l'habitude de me faire un cadeau. Alors certes symbolique, c'est des toutes petites choses, mais ça vient renforcer ma fierté d'avoir atteint mes objectifs. La troisième stratégie, ça a été d'accepter qu'on me fasse des compliments. Là encore, quand on me félicitait pour mon travail, je passais tout mon temps à expliquer pourquoi ces personnes avaient tort de le faire. Et bien maintenant, je dis tout simplement merci, et puis j'essaye vraiment de me réjouir de ces compliments. La quatrième stratégie, ça a été de me détacher du regard des autres. Et ça a été clairement le plus difficile à mettre en place. J'ai appris à être indulgent avec moi-même et à me dire une chose essentielle: peu importe que les autres m'approuvent ou non, l'essentiel, c'est la manière dont moi je me considère. Et enfin, la cinquième stratégie, ça a été de dire que je souffrais de ce syndrome de l'imposteur. Et ça va vous sembler tout bête, mais le fait de verbaliser les choses, surtout aux yeux des autres, y compris mes collègues de travail, mes clients, etc., ça m'a vraiment permis de désamorcer énormément de choses. D'autant plus que la réaction que j'ai souvent, c'est bah, tu sais, moi aussi. Et ça me permet d'avoir un échange fructueux qui rend la relation de travail à venir bah, beaucoup plus sereine. Bref, même si mon syndrome de l'imposteur est toujours là, j'ai appris à le surmonter pour qu'il ne me gêne plus au quotidien. C'est ce qui me permet maintenant d'aborder de manière beaucoup plus zen mes nouveaux projets. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et puis pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, voire pourquoi pas un beau commentaire. Ça m'aidera beaucoup à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.